l'information de 23 heures sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La fin de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation qui s'est tenue pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire. L'occasion de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. L'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national. Et c'est lundi 12 septembre, jour officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 sur tout le territoire. À 2 jours de l'événement, comment se déroulent les préparatifs dans les familles? Préparation physique, morale, financière et intellectuelle. Nos équipes ont enquêté sur le sujet, le développement dans ce journal. Et puis les travaux de l'échangeur du carrefour Aquaba entrent dans leur phase active en décembre prochain et s'achèveront en juin 2024. Des travaux pour désengorger ce carrefour. On développe tout cela dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Clap de fin pour la 57e journée internationale de l'alphabétisation. La célébration mondiale s'est tenue pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire les 8 et 9 septembre dernier. 2 journées sur la transformation pour améliorer l'accès aux populations les plus marginalisées et rendre les contenus plus adaptés, apprendre tout au long de la vie et créer des sociétés plus équitables, inclusives et durables. Idée adoptée par la Côte d'Ivoire et on en parle dans ce reportage de Sephora Zegui. Les rideaux se sont refermés sur la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi 9 septembre. Au cours des séances plénières et thématiques, plus de 2000 participants ont échangé sur l'importance cruciale de l'alphabétisation et de l'éducation des filles et des femmes pour le développement durable des nations. Très impressionné par le partenariat qu'il a vu avec le gouvernement et surtout le ministère d'Éducation qu'il a pu rencontrer lui-même et il a salué le remercie infiniment pour tout son travail. Le contenu, c'était très varié, mais avec une approfondissement sur les sujets très importants pour nous tous. Donc bravo, félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous avez réussi à faire. Ainsi, lors des débats, tous sont convenus de s'engager davantage sur 5 recommandations, à savoir... Les discussions de ces 2 journées ont été très riches sur les constats, les expériences, les diagnostics, mais également les solutions innovantes à travers les différentes expériences internationales. D'une part, nous avons parlé de la qualité et de la pédagogie. Nous avons parlé de l'innovation, du rôle de la technologie. Nous avons parlé de la gouvernance. Nous avons parlé du financement. Ce sont 5 recommandations clés qui émanent du rapport, mais qui émanent également des discussions que nous avons eues ensemble. Au moment où se referme la JIA, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations de l'UNESCO et des participants pour l'innovation apportée dans le domaine de l'alphabétisation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce le déploiement de son projet phare en la matière sur tout le territoire. Nous lançons la phase 5 de ce projet. C'est un projet innovant, c'est un projet à base d'éducation numérique, c'est un projet qui se rapprochent des femmes sur leur lieu de travail, leur lieu d'exercice de leur métier, d'activité génératrice de revenus. Et nous en sommes à la phase 5 avec le concours du bureau UNESCO d'Abidjan. L'UNESCO estime que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 53% des enfants qui ont l'âge de 10 ans ne sont pas capables de lire et comprendre une simple histoire. Dans le monde, ils sont 771 millions de jeunes et d'adultes analphabètes. Il est donc urgent d'agir afin de réduire les inégalités sociales. Et face à cette urgence, le Rotary Club, par ses actions, contribue à déconstruire le visage féminin qu'affiche l'analphabétisme dans notre pays. En effet, 2 tiers sur les 47% des personnes analphabètes sont des femmes. Alors pour changer la donne, l'organisation lance l'opération 10 000 Lumières. C'est un projet qui cible les femmes dans des zones rurales, dans 26 communes de la Côte d'Ivoire, essentiellement des personnes défavorisées. Suivons le développement de Sephora Zegui. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi alphabétiser 10 000 femmes rurales d'ici à 2023. Ce sont des résultats que le Rotary Club Abidjan Biétri veut atteindre.
Pour y parvenir, Jennifer Jones, la présidente mondiale du Rotary International, lance le projet 10 000 lumières. C'est un programme d'alphabétisation de 10 000 femmes dans 26 communes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors il s'agit à travers cette action, comme on le dit au Rotary, de donner la lumière à ces femmes analphabètes. Et la Côte d'Ivoire est très engagée. Et nous, en tant que président de Club Rotary, sommes engagés dans l'éducation et l'alphabétisation conformément aux 7 axes stratégiques du Rotary. 47% de taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire selon l'UNESCO. Occasion donc pour le Rotary Club Abidjan-Biétry de cibler les femmes défavorisées et vulnérables pour leur faire bénéficier de ce projet cher à Jennifer Jones. J'ai été attristé d'apprendre que le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire se situe autour de 46-47% et que la majorité des analphabètes sont des femmes. Il est donc par conséquent fondamental de leur donner les compétences nécessaires pour qu'elles puissent s'émanciper. Ce programme, d'un coût global de 50 millions de francs CFA, cible les jeunes filles et femmes dont l'âge varie entre 16 et 55 ans qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Elles seront formées en écriture, lecture, calcul et en alphabétisation fonctionnelle, entre autres. Scolariser un enfant, c'est aussi stopper l'analphabétisme. Et partout en Côte d'Ivoire, les élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école après plusieurs semaines de vacances scolaires. C'est la rentrée lundi 12 septembre. Parents et enfants s'activent pour être prêts pour cette date. Entre fournitures et uniformes, frais de scolarisation, comment se prépare la rentrée dans les familles et sur les marchés? Enquête de Evelyne Yoboué et Serge Coléa. À quelques jours de la rentrée scolaire, le petit Jakim brûle d'impatience. À 4 ans, il est inscrit en grande section. Il arbore déjà son nouvel uniforme d'école avec un brin de fierté. Papa et maman ont pris toutes les dispositions pour que le lundi 12 septembre, le gamin soit présent aux côtés de ses petits camarades du préscolaire. La rentrée scolaire, c'est un événement important dans la vie de nos enfants et des parents que nous sommes également. Il faut beaucoup investir dans la vie des enfants, ce qui est normal. Les enfants sont un héritage. Et la rentrée a besoin donc de se préparer lorsque l'année scolaire est en train de finir. Donc pour nous, tout se passe bien. On a permis aux enfants de faire les cours de vacances et tout en sachant que la rentrée doit bientôt commencer sur le domaine financier, le domaine psychologique, spirituel et tout ça. Nous sommes déjà prêts. Le couple Bonfrein est parent de 3 élèves. Après les vacances, ils attendent de voir leurs enfants reprendre le chemin des classes. Au niveau des enfants, on leur demande de faire des petites révisions. Nous, à notre niveau, nous misons un peu sur les fournitures, les uniformes, les chaussures, tout ça, l'habillement. Nous sommes pressés pour que les enfants reprennent la route de l'école avec certains bruits. Donc le 12 serait bienvenu pour qu'ils puissent aller à l'école. De Cocody, nous nous rendons à Adiamé. Dans cette famille, les élèves sont issus du primaire et du secondaire. Ici, on ressort les manuels et tenues scolaires rangés au placard le temps des vacances. Je suis content pour aller voir mes amis et ma maîtresse et la directrice et le directeur. Mes kakis sont au top. Je suis déjà prêt, j'ai lavé mes chaussures et tout. Je suis déjà prêt à affronter la classe de terminale. Je vais avoir mon bac puis aller à l'université. L'imminence de la rentrée est palpable également sur les marchés. Cartables, cahiers, ouvrages et tenues scolaires dominent étalages et vitrines des commerçants et couturiers. Tout ce dont un élève a besoin pour aller à l'école, on a tout ici. Et puis c'est de la plus petite bourse jusqu'à la plus grande. C'est-à-dire que de toutes sortes de prix, on a ça ici. Actuellement, comme c'est la rentrée qui vient, on court les kakis, carreaux, bleu, blanc. Maintenant, kaki jardin pour les élèves. Les kakis, il y a plusieurs modèles. Il y a kaki choco, il y a kaki courant. Je viens acheter les accessoires pour la rentrée. Un petit rituel, voilà, on a l'habitude de faire les achats. C'est un peu fluide parce que les derniers jours, là, c'est un peu trop chargé puis les prix augmentent. Plus que quelques jours avant le démarrage officiel des cours prévus
le lundi 12 septembre 2022. Une date inscrite dans l'agenda des parents d'élèves. Chacun s'active pour respecter les délais et obligations liées à cette période où il faut mettre la main à la poche. Et avec cette rentrée qui arrive, un vent de nouveautés souffle sur tous les secteurs. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à Yamoussoukro entrepris un grand chantier de réforme pour rendre adéquat la formation et les emplois pour des hommes et des femmes qui contribuent efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle orientation soumise au Sénat par le docteur Kofi Nguessan. Suivons les explications de Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Docteur Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, présentant l'exposé des motifs du projet de loi dont il est porteur, l'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Un vaste chantier qui prévoit l'identification des besoins en formation, une synergie entre les écoles et les entreprises du secteur privé, la révision des programmes de formation, les classes passerelles, la réhabilitation des structures de formation, la construction de nouvelles structures, des équipements modernes. Le projet de loi remet le compteur à zéro pour bien faire les choses. Le président de la République a le souci de former les jeunes véritablement au métier et de les insérer de façon durable en activité. Donc l'essence de la loi, c'est de pouvoir ouvrir notre dispositif à des branches professionnelles, à des partenaires extérieurs qui, sous le contrôle de l'État, vont nous aider à créer des écoles, à les équiper, à appuyer l'État dans ses efforts, de sorte qu'on puisse former nos jeunes dans des spécialisations pointues pour leur permettre de donner une certaine vitalité à notre économie nationale, mais aussi à permettre à certains jeunes de la région ouest africaine même de venir dans notre dispositif pour faire la formation, créer cette cohésion nationale, cohésion régionale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir former les jeunes qui sont diplômés sans emploi ou qui sont déscolarisés, créer le dispositif pour les former au métier et leur donner l'assurance d'avoir une vie professionnelle réussie. Docteur Kofi Nguessan, en sa qualité d'émissaire du président de la République devant le Sénat, a été suivi à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Au bout, des hommes et des femmes bien formés dans différents métiers et acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. À la fonction publique, les compositions pour les concours ont débuté le 3 septembre dernier. Pour cette session 2022, les compositions assistées par ordinateur ont démarré ce jour, 10 septembre. Ce sont des concours de spécialité ouverts aux techniciens en informatique, de gestion, secrétaires et ingénieurs en électronique. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, était présente au lancement de cette phase qui concerne 6 524 candidats engagés dans 34 concours. Franck Quadio. Les concours de la fonction publique session 2022 se poursuivent. Ce week-end s'ouvre la composition assistée par ordinateur. 6 524 candidats concernés pour 34 concours, dont 22 ce samedi à dimanche. Ça concerne nos domaines respectifs, donc je pense qu'avec beaucoup de chance et beaucoup de concentration, tout va bien se passer. Ces compositions assistées par ordinateur sont des concours de spécialité ouverts, entre autres, aux techniciens supérieurs en informatique de gestion, secrétaires assistants de direction et aux ingénieurs en électrotechnique. Des épreuves constituées de questions à choix multiples, durée moyenne 20 à 45 minutes. Au fur et à mesure, c'est le système qui définit l'exactitude des réponses. Il les enregistre à la fin de la composition. Et au niveau résultat, puisque c'est une spécialité, ça veut dire qu'il y a d'autres matières qu'il va composer après par écrit. L'exigence pour les candidats, selon le directeur de cabinet représentant la ministre de la fonction publique, demeure la concentration. Il y a des métiers comme les métiers de secrétaire et d'informaticien qui ont comme outil principal l'informatique. Donc il était quand même bon que pour ces concours,
les compositions soient faites assistées par ordinateur. Pour rappel, les concours de la fonction publique session 2022 divisés en 4 sessions se sont ouverts le 3 septembre dernier et vont s'achever le 16 octobre 2022. Et nous parlons à présent du futur aménagement du carrefour Akwaba dans la commune de Port-Bouët. Les travaux de l'échangeur entrent dans leur phase active en décembre 2022. Un coût global de 26,2 milliards de francs CFA sera engagé pour ces travaux qui ont démarré déjà le 15 décembre 2021 et sont prévus s'achever en fin juin 2024, soit une durée de 30 mois de travaux. Lanciné Bakayoko. Situé à l'entrée de la commune de Port-Bouët, le futur aménagement du carrefour Akwaba constitue le point de jonction de plusieurs voies rapides urbaines, à savoir le VGE, l'autoroute de Grand Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Des voies souvent jalonnées de bouchons et même d'embouteillages interminables. Cette consultation vise à impliquer les populations touchées par le projet. Cette sensibilisation permet d'augmenter le niveau d'acceptabilité du projet par les différentes parties prenantes. Vous savez qu'un projet comme celui-là, on le réalise au bénéfice des populations et il est important que les populations, les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce projet puissent être partie prenante des décisions importantes qui sont prises sur le projet. Ces travaux consisteront à la construction de voies neuves, l'éclairage public et l'aménagement paysager, notamment deux ouvrages d'art, 5 km de voies et un viaduc entre le VGE et l'autoroute de Grand Bassam. Aujourd'hui, il y a environ 170 000 véhicules qui passent par jour au niveau de ce carrefour. Si on a un pont et qu'ils n'ont pas de croisement avec d'autres véhicules, ils vont directement. Donc ça réduit la congestion au niveau du carrefour. Donc l'objectif, vraiment, l'impact qu'on va avoir, c'est que ça va rendre la circulation plus fluide au niveau de ce carrefour. Financés par la Banque mondiale, ces travaux visent à apporter une solution au problème de congestion au niveau du carrefour Akwaba. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, l'infrastructure est prévue pour s'achever en juin 2024. Innovation dans la filière EVEA, une nouvelle procédure d'exportation du caoutchouc est entrée en vigueur depuis le 16 août dernier. Pilotée par le Conseil EVEA et Palmier à Huile, cette procédure a deux objectifs majeurs, organiser la traçabilité des produits et doter la filière de statistiques fiables, suivant le développement de cela avec Mahama Traoré. L'autorisation préalable d'exporter devient désormais l'autorisation d'exportation du caoutchouc naturel, comme le veut la réforme instituée depuis le 1er août dernier par le Conseil EVEA Palmier à Huile. Cette réforme est caractérisée par 6 innovations majeures, entre autres, l'avantage pour les exportateurs de payer désormais la parafiscalité, non plus sur la production prévisionnelle comme auparavant, mais désormais sur la production réelle à commercialiser. Ça permet à l'usager de ne pas payer la parafiscalité pour une production qu'il n'a pas. Maintenant, avec l'AEX, la parafiscalité est calculée sur le caoutchouc sec, qui est de 22 francs. Avec le fonds de tasse, le paiement de la parafiscalité se fait à chaque exportation. Alors qu'avec les usiniers, les TSR, la parafiscalité se paye mensuellement. En instituant cette réforme sur la procédure d'exportation, il est question pour le Conseil EVEA Palmier à Huile de garantir la traçabilité des produits, de doter la filière de statistiques fiables et de la rendre plus compétitive. Pour ce faire, l'adhésion des acteurs est nécessaire, d'où cette récente rencontre d'échange avec l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel. On a pu recueillir toutes les informations qui étaient nécessaires pour nos exportations au niveau du traitement de l'autorisation d'exportation, avoir un délai assez raisonnable de la part du guichet, de sorte à pouvoir fluidifier les opérations d'exportation. C'est une décision administrative, mais qui doit s'appliquer sur le plan technique par des opérateurs techniques. Et il faut tenir compte des difficultés d'application. Face à de telles préoccupations, le Conseil EVEA Palmier à Huile s'est engagé à faciliter au plus vite l'obtention des autorisations d'exportation pour les usiniers confrontés aux contraintes des délais liés au trafic maritime. En 2021, la Côte d'Ivoire a exporté 1 100 000 tonnes de caoutchouc sec. Pour 2022,
les prévisions font état de 1 350 000 tonnes à marchander hors du pays. Dans la commune de Cocody, les dernières heures des vacances se passent en vivant des activités sportives, suivant ce développement de Astutore Dagnogo. Alors que la Côte d'Ivoire accueille 3 femmes soldats militaires anciennement détenues au Mali, la joie se lit sur le visage des enfants des forces de défense et de sécurité au camp de gendarmerie à Gban. L'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Éric Tabar, était à leur côté pour partager des moments de joie et de convivialité. Des journées culturelles, sportives et éducatives, dénommées Bekoun Vacances, sont organisées. 10 groupes issus des différentes casernes ont pris part à cette compétition dans les disciplines sportives tels que le basket, la natation, le maracana. Au niveau culturel, il y avait des jeux de crack, des sketchs et des ballets. Qui dit environnement parle justement de culture, d'une conscience collective qui doit prendre en compte tout ce qui entre dans le développement, dans le bien-être des populations. L'objectif est de permettre aux enfants des forces de défense et de sécurité de passer des vacances saines afin de reprendre le chemin de l'école plus sereinement. Et comme moi je vais aller très loin, je suis avec les enfants. Je remercie tout le monde. Ici au ministère de la Culture, la directrice générale l'a dit. Ensemble, on sera là l'année prochaine. Tout dépend de Dieu. Au cours de l'après-midi, Éric Tabar était présent au terrain de football de l'ancien camp d'Akwedo pour assister à la première édition du tournoi de Maracana qui porte son nom. Au programme, 2 rencontres âprement disputées. Un match de gala ayant mis aux prises les anciens du camp et les résidents. La seconde rencontre a opposé FC Ballon d'Or, qui regroupe les résidents de l'ancien camp, à FC Lagunaire, composé des résidents de Mputo. Partie remportée par FC Ballon d'Or par un score de 2-0. Le parrain Éric Tabar a une fois de plus fait parler son cœur. Il a remis à chaque équipe gagnante un trophée, une enveloppe et un jeu de maillot. Les vaincus ont reçu pour leur part des enveloppes et des jeux de maillot. Activité qui marque la fin des vacances. C'est le programme de vacances Clash Musical sur la RTI, diffusé samedi dernier. Sa dernière émission de la saison 2022. Après plusieurs manches, le Zouglou et le Rap Ivoire ont pu accéder à la finale. Les explications dans ce reportage de Serge Pakamdidi et Jean-Marc Djedji. Palais de la culture d'Abidjan, Clash Musical, émission de vacances de variété, produit par la RTI Première Chaîne. Didier Bléou et l'équipe de production mettent les bouchées doubles. Les dernières recommandations pour la réussite de cette finale du Clash Musical 2022 qui oppose le Zouglou au Rap Ivoire. Ce sont les vacances, donc il faut occuper les jeunes sur recommandation de la direction générale de la RTI. Et donc on fait l'effort de nous rapprocher des jeunes. Vous voulez que je vous dise le vainqueur? C'est la musique ivoirienne. Les critères de notation portent sur l'occupation scénique, c'est très important dans ce concours-là, et puis l'interactivité entre l'artiste et le public. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts pour le clash. On se lance amicalement des défis. Tout ce qu'on garde en mémoire est qu'on est venu s'amuser. Mais dans l'amusement là, le Zouglou doit gagner. Calmez-vous, dormez tranquille. Vous avez le bombardage toute l'équipe du Rap Ivoire. Une salle à Noumabo pleine à craquer, avec des spectateurs qui attendent impatiemment. L'animateur Didier Bléou donne le ton avec le doyen Luxon Pado, venu soutenir la nouvelle génération de musiciens. Cette tête forte, actuelle du Rap Ivoire, chauffe à blanc la salle. Le Zouglou, représenté par certains de ses ténors, enflamme les nombreux spectateurs. Composé de 5 membres, le jury a la lourde tâche de trancher. Le Rap Ivoire, ce rythme très prisé, est donc le grand lauréat du Clash Musical 2022. Avant même la proclamation des résultats, des spectateurs font le pronostic. Moi, je ne suis pas Rap Ivoire, parce qu'ils sont forts. L'animation est tellement bien, mais je pense que c'est le Zouglou qui va remporter. Qu'à cela ne tienne, l'esprit de compétition prévalait entre les artistes dans les loges. À l'instar des finalistes Zouglou et Rap Ivoire, les comédiens chanteurs, le coupé décalé,
font aussi partie des genres musicaux qui ont animé cette édition du Clash Musical 2022. Une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, a permis aux mélomanes d'être au contact de leurs artistes. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par David Mobiou, a tenu à féliciter tous les artistes et les équipes de production. Le rap a vraiment bossé cette année. On peut le voir à travers beaucoup de sorties. On respecte le Zouglou, on respecte la qualité du travail du Zouglou. Pour moi, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Engouement, spectacle de qualité, belle organisation, le Clash musical a encore tenu toutes ses promesses. Voilà, des vacances urbaines. Nous passons aux vacances culturelles. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Des enfants qui ont choisi de garder les pieds dans la tradition. C'est un reportage de Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Essayez de vous présenter en votre langue maternelle. Nous sommes Alayede Emile Ruben. Nyo Tumodi Miklo Wawako. S'exprimer correctement dans sa langue maternelle, un exercice assez complexe pour 4 sur 5 des jeunes que nous avons rencontrés. Je ne peux pas parler au Djeneka, je ne peux pas me présenter à mon ethnie. Mes parents, je m'envoie au Djéné. Je ne parle pas ma langue maternelle correctement, je comprends juste quelques mots. On n'a pas vraiment eu l'opportunité de vraiment pratiquer la langue à la maison. Et pourtant, que de bienfaits à savoir manier son ethnie. Par exemple, tu vas dans un endroit où il y a les gens qui parlent ta langue. Si toi tu parles la même langue que eux, ça te permet d'intégrer facilement. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Quand je parle ma langue, je suis fier. Qu'est-ce que ça peut apporter? Je me dis que non, ça ne va pas tuer notre culture. On n'est pas dépaysé. Que faut-il donc faire pour la valorisation de nos langues locales? On nous enseigne tous le français à l'école. On ne nous enseigne pas la langue maternelle à l'école. Donc si on enseigne ça à l'école, les enfants vont l'apprendre, ça va passer. Même si on doit envoyer ça à l'école, mais d'abord la source à la maison, dans le foyer, on doit faire beaucoup d'efforts. À moins que ça n'arrive à l'école. Comme ça, quand ça arrive à l'école, l'enfant a plus d'amour à apprendre. Conclusion, autorités politiques et population doivent s'impliquer pour redonner à nos langues nationales leur valeur d'antan. Voilà l'importance de connaître sa culture. Nous passons à l'actualité à l'international. Le Royaume-Uni a un nouveau souverain. Le prince Charles, devenu Charles III, a été officiellement proclamé roi ce samedi lors d'une réunion du Conseil de l'accession à Londres. Il ne sera couronné qu'à une date ultérieure que l'on ignore encore. Proclamation 2 jours après la mort de sa mère Elisabeth II, qui a ouvert une période de deuil national et une nouvelle époque pour la monarchie britannique. La cérémonie télévisée pour la première fois a eu lieu au palais St. James, en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. Dans son discours, le roi Charles III s'est dit profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités liées à ses nouvelles fonctions, prêtant serment devant le Conseil d'accession qui venait de le proclamer monarque. L'acte de proclamation a été lu ensuite du balcon du palais par l'officier représentant l'autorité héraldique britannique. Le Parlement britannique a également fait vœu d'allégeance à Charles III au cours de la journée et Buckingham Palace a annoncé la date des funérailles de Elisabeth II. Elles auront lieu le lundi 19 septembre 2022. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end sur RTI1.